Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Un bon lundi de bon matin avec plein de viennoiseries. Pourquoi cela? Je pose la question à mon invité. Comment vas-tu, Rodolphe? Et pourquoi il y a des viennoiseries devant toi? Eh bien, je vais très bien, merci. Il y a des viennoiseries devant moi parce que je suis boulanger qu'on vient d'aller chercher dans le magasin à l'instant. Alors, la première vraie question, un boulanger se lève à quelle heure? Alors, moi, je me lève. Alors, un boulanger se lève plutôt vers 4-5 heures. Moi, je me lève plutôt vers 7 heures. Donc là, c'est le début de la journée pour toi. Exactement, c'est le début de la journée. Je commence avec toi d'ailleurs. Excellent. Bon, raconte-nous, explique-nous où est-ce qu'on est. Enfin, on a le plaisir d'être... Alors, là, on est place de la République. On est dans les bureaux de Maison Landmen. On est au-dessus du magasin parce qu'on a un plateau au-dessus de la boulangerie. Ouais. C'est super cool, ça fait partie du bail, donc on économise un petit peu de sous. Et donc, on est dans le centre de Paris. On s'en doute pas. Près de la place de la République. De l'extérieur. Non, on s'en doute pas, non. De l'extérieur, tu vois pas, ouais. Vous êtes combien là? On a eu le temps de passer un peu sur le plateau, mais il y a combien de personnes? Sur ce plateau-là, on a à peu près une vingtaine de personnes. On Ouais. a splitté entre les différentes enseignes. Et ici, il n'y a que les supports qui concernent l'entreprise Maison Landmen. Ok, d'accord. Bon, vas-y, explique. Parce que s'il y a que les supports qui sont sur l'entreprise Maison Landmen, c'est que ça sous-entend qu'il y a d'autres entreprises. Oui, en fait, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs enseignes dans le groupe avec plusieurs initiatives différentes. Maison Landmen, c'est la base, c'est celle que j'ai fondée il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc ici, on n'a que les fonctions support classiques de Maison Landmen. Et après, sur les autres enseignes que sont Len & Monkey demain ou la startup Youngo, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on a splitté avec chacun des bureaux qui sont dédiés à chaque entreprise. Par contre, ici, on a juste mutualisé un peu tout ce qui est finance et RH. Et donc, du coup, tu dirais, juste pour comprendre, t'es à combien de temps entre Maison Landmen et les autres activités? 10 minutes. Non, Ouais, je me suis pas mal organisé là. non, je te parle pas entre les bureaux. La répartition. La répartition 10 du minutes, j'ai business. pas compris. 10 minutes par jour sur Maison Landmen. Non, tu veux dire quand est-ce que j'ai démarré les autres activités? Je veux comprendre aujourd'hui comment tu répartis ton temps entre d'accord, toutes ok, ces activités, comment on jongle. Ouais. Alors, il y a des actualités, des impératifs qui sont... Enfin, tu te plies aux impératifs, par exemple, sur Youngo, la startup, qui développe des alternatives aux œufs dans les recettes. On est en pleine levée, en série A, donc là, j'y passe beaucoup de temps depuis 3 C'est quoi le nom de 6 mois. cette boîte? Comment? C'est quoi le nom de cette startup? Ça s'appelle Tamago Food. Le produit qu'on vend s'appelle Youngo. Au début, on avait choisi Tamago, qui veut dire œuf en japonais. Et puis, le domaine était pris par un gros groupe japonais qui s'appelait Mitsubishi. Donc, on a dit, on va pas les asticoter, tu vois. Mitsubishi qui fait de la... Non, mais en fait, l'automobile, non là-bas, tu sais, au Japon, l'œuf, c'est le Japon qui consomme le plus d'œufs. Ouais, c'est un donc énorme sacré. marché. Ouais, C'est ok. sacré, ouais. Ouais, ok. Et donc, on a enlevé le Tama et on a mis Yumi, tu vois, le gourmand, Ok. donc Yumgo. Et ce qu'on fait dans cette entreprise-là, c'est qu'on cherche des protéines, enfin, des alternatives végétales qui permettent aux professionnels de végétaliser leurs recettes, enfin, de simplifier la végétalisation. Parce que l'œuf, c'est la protéine animale qui est la plus présente dans les recettes, que ce soit des recettes salées ou des recettes sucrées. Mhm. Et donc, comme je te disais, on est en pleine levée en ce moment depuis 3-4 mois. Donc, c'est intense, c'est dense en termes d'implication personnelle avec Anne qui est la cofondatrice avec moi. Donc, j'y passe beaucoup de temps, probablement un bon 40-50% en ce moment. Ok. Et attends, et juste avant de rentrer dans les détails? Ouais, dans les détails, donc tu nous as parlé de cette startup, tu nous as parlé de Maison Landmen, il y a quoi d'autre? Juste qu'on fasse le... Ouais, donc la Maison Landmen, qui est la maison historique que j'ai fondée il y a plus de 15 ans maintenant, 16 ans, qui est un réseau de boulangerie-pâtisserie. Je dirais premium accessible parce que c'est un peu le rendu sur lequel on se Tu m'as dit positionne. au téléphone une petite quarantaine de boulangeries. Exactement, entre Paris et Tokyo. Il y a une trentaine d'établissements parisiens et 5 établissements au Japon. 5 au Japon. 5 au Japon. Et donc, qui est la première entreprise qu'on a développée. Comme je te le disais, donc première accessible, on n'est pas sur un segment luxe, mais on n'est pas sur un segment trop mass market. Mhm. Bon rapport qualité-prix avec des emplacements stratégiques qui sont des emplacements plutôt avec un triptyque passant, résidentiel et bureau. Ouais, je vais dire, c'est un peu là ça. on est à Répu, ok, C'est ça. République. On n'est pas focus sur du tertiaire avec du 9e ou du 8e où on n'aurait que des bureaux, Ok. ou du touriste où on serait près de Notre-Dame ou des choses comme ça. On est vraiment sur ce triptyque locaux, des gens qui résident dans le quartier, des gens qui viennent se restaurer entre midi et 14, donc le fameux tertiaire, Mhm. et du touriste, enfin des passants, etc. Donc c'est vraiment ce triptyque-là qui correspond le plus à la marque. Donc on est beaucoup rive droite entre le 9, 10, 11, 18, 20, ces quartiers-là avec
quelques entités quand même rive gauche dans le 14. Je veux dire, rive gauche, c'est quoi? C'est considéré comme résidentiel? Bah, des rétros. Non, je rigole. Attention, Non, j'ai non. grandi dans le 15, moi. Non, on est dans le 15. Non, en fait, c'est très résidentiel, exactement. Et ça s'est fait de façon empirique, assez naturellement, avec des opportunités de marché qui ont favorisé cette grappe qui est plutôt rive droite. Ouais. Mais pour le coup, on va quand même aussi rive gauche. On est présent dans le 16e, on est présent dans le 15e, on est présent dans le 14e, avec peut-être un peu moins d'entités que la rive droite et les arrondissements dont je te parlais tout à l'heure. Bon, je vais pas te faire de la pub, mais bon, je suis quand même passé dedans. Enfin, je suis passé manger une viennoise et un bon sandwich au hasard. En plus, je te le disais, chercher une boulangerie, et il y avait marqué Maison Landmen. Je valide la qualité. Merci. Revenons avant à ça, mais t'as pas totalement répondu à ma question. Je t'embête un tout petit peu, Rodolphe. De manière, c'est un peu le bazar cette conversation, mais c'est ma marque de fabrique, ne t'inquiète pas. Oui, tu m'as dit donc la start-up, la Maison Landmen, c'est quoi? Et je crois qu'il y a une troisième activité que vous développez. En fait, Land & Monkey, c'est le réseau de boulangerie-pâtisserie 100% végétal qu'on développe depuis maintenant 3-4 ans. Qui est différent des 30 et quelques boulangeries en France et à Tokyo. Okay. Ouais, pour le coup, là, c'est complètement une entreprise qui disrupte le marché, dans le retail aussi, mais disrupte dans le sens, dans l'offre, puisqu'on est 100% vegan et que la boulangerie-pâtisserie, normalement, tu as quand même beaucoup de produits, de sous-produits d'origine animale. Donc, il y avait un vrai effort d'essayer de disrupter ce marché-là. Mais il y a un vrai effort, une vraie volonté de disrupter aussi dans la RSE. C'est que cette entreprise-là, on l'a tissée, construite autour de la RSE. On en parlera peut-être un peu plus dans les détails. Mais on a voulu, moi je voulais faire une entreprise de retail qui soit en adéquation avec le 21e siècle et les problématiques qui correspondent à ce siècle-là. Donc les problématiques, c'est le waste, les pertes, la végétalisation, le plastique, la répartition de la création de valeur, enfin plein de choses qu'on a. Voilà, on est parti d'une feuille blanche et on a écrit qu'est-ce que c'est une entreprise idéale au 21e siècle, enfin idéale, plus en adéquation avec les problématiques qu'on connaît tous. Tu vois, c'est comme ça qu'on est parti. Donc on est parti d'une feuille blanche avec peut-être même beaucoup d'utopie et de naïveté au départ, mais finalement ça a fonctionné. Et donc on développe cette enseigne sur Paris maintenant, en national et après à l'international, en franchise et en master franchise. C'est une intro magnifique. J'allais dire, c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs qui commencent avec une boulangerie et qui voient leur impact un peu plus loin que juste même le produit qu'ils vendent ou le service qu'ils proposent. Bon, chers auditeurs, vous l'aurez compris, on va parler de boulangerie, mais pas que. On va parler de tech, on va parler des enjeux du 21e siècle et on va parler de passer de 1 à, c'est quoi, 35 ou 40 boulangeries là? Vous êtes à combien? On est à une quarantaine avec les deux marques. Une quarantaine, ok. Mais quand même, avec un petit renouveau depuis 3-4 ans, l'envie d'aller chercher des œufs végétaux, on appelle ça comme ça? Ouais, on dit végétaux parce que mais c'est des solutions végétales qui permettent de plant-based. Ouais, c'est une solution végétale qui permet de remplacer la fonction de l'œuf dans la recette. En fait, l'œuf, il a une fonction dans la recette. J'ai envie de connaître les débuts. Ça ressemble à quoi la V1, la toute première boulangerie, et c'est quoi la vision derrière? Ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment tu crées une boulangerie, t'arrives à une quarantaine, mais en fait, avant même d'atteindre la quarantaine, t'es déjà en train de vouloir innover pour changer tout le process de création, plus créer une tech sur justement les plant-based eggs. Donc raconte-moi le début, ouais. C'est quoi la vision? Est-ce qu'un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit non, je vais être entrepreneur? Ah oui. Non, mais en fait, je crois pas trop au mec qui se réveille et qui dit je veux monter une boîte. Franchement, je crois pas aux révélations. Je trouve que ça vient des guts, quoi. J'ai vraiment l'impression. Et moi, depuis tout jeune, je savais que je voulais monter une entreprise, mais je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. Je viens d'un milieu très populaire où on parle pas de business. Alors pourquoi? C'était quoi l'idée que tu avais des jeunes de monter une entreprise? Mes parents étaient pauvres et je voulais faire de l'argent, pour le dire simplement. Donc vraiment. Tu voulais, ok. Ouais. Moi, mais par contre, je connaissais pas du tout cet écosystème. Je viens de la Normandie. Enfin, moi, je viens de loin. Je viens d'un autre monde. Et ça se passait bien à l'école. Je suis allé jusqu'au terminal scientifique. Je pouvais faire des études. C'était pas ma came, mais ça se passait très bien. Bosseur? Non. Donc facilité. Ouais. Ah, ouais. Comme on te déteste. Et non, mais plutôt le contraire, avec mes parents qui disent c'est bien, on va avoir. Enfin, tu vois, tes parents qui te poussent pour faire des belles études, blablabla, tu vois, parce que ça se passe bien. Mm-hmm. Et moi, non, pas du tout à l'aise dans cet écosystème de l'éducation nationale. Et
Tu fais quoi comme étude? Je voulais faire, enfin, les sujets qui me passionnaient, on en est loin, c'est l'éthologie, L'éthologie? ouais, l'étude des animaux, Ok, les d'accord. eaux et forêts, la bio, toutes ces choses-là. Donc nature Donc, quand même. donc j'ai fait donc je fais une terminale scientifique pour faire ces choses comme ça. Ok. Mais en fait, ce qui me plaisait pas, c'est de me dire que j'allais travailler 6-7 ans après le bac et pas gagner correctement ma vie, parce que j'avais cette dualité jeune entre dire, bon, ok, soit je fais de l'argent, soit je suis ce que j'aime faire. Comment on faisait de l'argent dans ta tête à l'époque? On monte une boîte, C'était tout. c'est tout. Ou on fait des choses illégales. Non. Je rigole. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, vraiment. Pour faire de l'argent rapidement, Ouais. la notion n'était pas de rentrer en CDI et d'avoir une Ah carrière. non, pour toi. il fallait que je monte une boîte. Mais en Ok. fait, je montais déjà des petits projets jeunes. En fait, a posteriori, je m'aperçois que déjà jeune, je montais des trucs, des choses très jeunes, donc j'avais cette fibre Raconte. Non, je raconte pas. Mais en fait, Il y a je des me dis, dossiers. ouais, exactement. Mais je me dis, j'avais envie, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que bon, moi, en plus, j'ai pas fait d'école de co, tout ça, donc je suis un self-made mad. Un Pur, autodidacte. Ouais, c'est ça, autodidacte. J'ai appris tout sur le tas. Et moi, je dis tout le temps, tu vois, je dis à ma fille, enfin, apprends le maximum de choses en amont parce que ça te sert après, quoi. A posteriori, tu vois, vaut mieux apprendre le maximum possible avant, pendant que tu as le temps. Et t'as le temps de monter, t'as le temps de monter ou pas. Enfin, je veux dire, ça te sert. Ça ressemble à quoi ta prise de décision post-bac, du coup, entre tes études et monter une première boîte? On comprend que t'es tiraillé, que tu veux vraiment, bon, j'ai cru comprendre faire quelque chose qui te plaît, mais faire des thunes aussi. Ouais. Comment ça se matérialise? En fait, c'est super simple. Alors déjà, moi, je suis d'une génération où tu montais pas une boîte sur un deck, tu vois, le web, tout ça, il n'y avait pas tant Les d'initiatives. levées de fonds. Ouais, exactement. C'était vraiment un autre univers. Mhm. Ça paraît fou aujourd'hui, parce que c'est génial. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, il peut assez vite lever de la love money, commencer à tester son projet, c'est génial. Il peut se lancer assez facilement. De mon époque, en fait, c'était déjà un business assez physique. Tu vends quelque chose d'ultra concret, même si c'est sur Internet, tu vends aussi quelque chose. Ça peut être des services, n'importe quoi, mais tu as vite l'idée d'un magasin, de pas faire du business sur le web où il n'y a pas les cryptos, il n'y a pas toutes ces choses-là. La notion de tu donnes quelque chose et on Exactement. prend de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc, c'est déjà dans quel secteur tu vas monter quelque chose. C'est pas évident, tu vois. Donc, moi, j'ai été hyper pragmatique. En fait, j'ai été regarder pour de vrai. Hein. Là où tu allais collecter des infos sur ton parcours, sur ce que tu voulais faire, les métiers qui rapportaient le plus. Pour de vrai. Mais J'avais incroyable. regardé. Non, mais vraiment. Mais tu sais que dans le commun des mortels, on se dit pas qu'une boulange, ça gagne bien. Mais je 30 boulanges, oui, Je sais. mais une seule, on se dit pas que tu marges énormément, quoi. Bah ouais, non, mais si. Et en plus, j'avais un boulanger qui était installé, qui était un ami de mon père. Tu vois, je lui ai parlé. J'avais, je sais pas, 18 balais, 17, 18 ans. Et on a parlé ensemble. Et je lui ai dit. Et ça, et je voulais aussi, je me souviens, un métier qui me permette d'être intemporel et de pas refaire des formations à 40 balais. Dans quel... Ah, tu veux dire que notre Ouais, savoir-faire En va... fait, avec la boulange, tu traverses ta carrière avec un métier qui est ultra pérenne, en fait. Il y a pas de, c'est pas un secteur que tu vas disrupter en Mais soi. parce que c'est notre patrimoine culturel, en gros, Et concrètement. parce que tu peux pas imaginer qu'en 2050, tu vendras pas tout, il y aura pas de boulangerie. C'est ça, que je veux dire. C'est un Ouais, mais on business. peut imaginer des boulanges véganes, pour le coup. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est des boulangeries. Donc c'est Ok. de l'adaptation plus que quelque chose qui va mourir. En Ok, fait, je vois ce que tu tu vois, veux pour le dire. dire simplement, tu vas pas te dire quand tu commences ça qu'un jour il y aura plus de boulange en France. Non, mais c'est, en gros, Voilà. on revient, commerce de première nécessité, C'est comme ça. si on parlait de, je sais pas, de l'éducation ou de la santé, Exactement. ça reste des, ok. C'est la médecine. Et t'aimais bien dormir ou pas? J'aimais bien dormir. Mais ouais, enfin, boulanger. Non. Moi, j'adore dormir. Alors, je te cache pas que Non. 4 heures du mat pour aller faire Ouais. des pains et Eh des ben non, croissants. moi je dormais pas beaucoup. Ok. Pendant très longtemps, j'ai pas dormi beaucoup. Genre Ça 4-5 heures. ressemble à quoi? Comment on monte une première boulangerie? Bah, Quel est l'apport financier? Ouais, c'est Comment ça intéressant. se passe? Donc c'est très simple. Donc d'abord tu apprends ton métier. En parallèle de ça, il faut que tu penses à la masse d'argent dont tu as besoin pour ouvrir ton premier fonds de commerce. Pour apprendre le métier, t'as fait une formation? T'as fait un... J'ai été formé chez les Compagnons du Devoir. Le Ok. principe, c'est de voyager 1 an par ville et tu voyages en France et en Europe. C'est vachement fun si t'aimes voir du pays. Donc moi, je suis rentré chez les Compagnons. Et t'as le savoir-faire de plein de personnes différentes. Ouais, exactement. C'est top, ça. Mm. Ok. T'as une vie un peu sociale, c'est assez intéressant. Et puis, c'est pas que focus métier, t'apprends aussi la vie, puis mine de rien, parce que tu pars sur le tour, comme on dit, donc tu changes de ville chaque année. Donc il y a une vraie richesse aussi sociale, etc. Il n'y a pas qu'une richesse
sur la capacité à apprendre son métier. Et donc, quand tu veux monter un business, bien sûr, bah, tu penses aussi à l'argent. Alors, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que quelqu'un peut monter sans avoir des économies, aller chercher des sous pour monter sa première entité. Et avant, il n'y avait pas ces leviers-là. Tu sais, il n'y avait pas le crowdfunding, tous ces outils qui permettent à quelqu'un d'aller chercher des sous. Et donc, bah, tu dois économiser. Hein. Tu dois faire les choses sérieusement. Et moi, j'étais ultra. Donc, comme je viens d'un milieu populaire, j'économisais tout ce que je gagnais pour T'avais la valeur de l'argent assez tôt. Exactement. Et Ouais. non, mais pour de vrai, les Non, mais mecs c'est qui s'amusaient et moi, je bossais comme un âne. Et donc du coup, t'as quel âge quand tu montes ton 26. Et En fait, dès que j'ai l'argent, je fais tapis, quoi. Et c'est quoi il vaut combien le tapis? Du coup, en fait, quand tu commences avec un fonds de commerce, attention, je parle sous la responsabilité des banquiers. Il faut que tu amènes à peu près une trentaine de %, tu vois, du fonds de commerce que tu vas acheter. Elle est où la première boulange? Elle est 56 rue de Clichy, dans le 9e à Paris. Bon, ok, vers Pigalle. Ouais, c'est ça. Bon, ça vaut pas, enfin, ça vaut quand même. Bah, en fait, c'est au prorata, le prix d'une boulangerie, c'est au prorata du chiffre d'affaires. Donc, en fait, si une boulangerie fait, je sais pas, 1 million d'euros de chiffre, elle vaut approximativement entre 900 et 1,1 million. Ok, entre 90 et 110. Et Ok. ça rejoint les métriques de la finance parce que si tu fais 15% d'EBITDA x 6, c'est à peu près le même prix. Ouais, je vois Donc ce que ça, tu veux ça dire. colle à peu près. Donc du coup, tu te bases sur les exercices et quand tu parles du fonds de commerce, c'est pas les murs, mais c'est la Exactement. possibilité d'opérer sur. Exactement. Ok. Ah, donc je savais pas du tout, mais c'est comme par exemple les licences d'alcool dans les bars, tu dois pouvoir racheter. Ok, d'accord. Ouais. Moi demain, je peux pas créer une boulange comme ça. Si tu peux, bien sûr, tu peux Mais créer. je dois acheter un fonds de commerce ou Non, tu peux arriver et prendre un pas de porte, mais tu vas avoir deux problématiques. C'est le changement de bail qui t'autorise à faire de la boulangerie. Donc c'est un et sujet. l'équipement. Et non, le deuxième, c'est l'extraction. C'est d'avoir des locaux qui te permettent d'extraire D'extraire. les buées de tes cuissons. Tu vois. Oui, ok. Donc en fait, tu as des locales ok. froids et des locales Donc qui. aménagement en fait. Voilà. De tes, ok, d'accord. Donc Et c'est pour t'as plus de contraintes en fait, tout simplement. Ok. Donc toi, il faisait 1 million ou pas de chiffre d'affaires? Non, la boutique, la première que. Alors c'est fou, c'est trop marrant parce que c'était la boutique où j'avais fait mon prestage avant de partir chez les compagnons. C'était une boutique qui cartonnait, il y avait genre Incroyable. 30-35 employés. Et je la retrouve 7-8 ans après, complètement effondrée, 2 liquidations successives. Ok. Donc un dossier difficile à faire passer en banque, puisqu'elle avait un passif assez lourd. Mhm. Et donc toi, tu arrives même avec des sous et tout, tu vois, les gens vont se dire mais pourquoi toi ça va marcher alors qu'il y a eu il y a une liquidation et un redressement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit ouais, je sais plus, j'ai dû être dis, convaincant. t'inquiète. J'ai dû être convaincant. 26 Mais ans, en fait, j'ai... non mais donc je te dis, je la connaissais, je savais qu'elle avait super bien bossé. Et là pour parler un petit peu retail et en fait c'est souvent des cycles et quand une boutique a bien bossé où l'emplacement était bon, elle attend juste le bon manager pour repartir un peu, tu vois. Parce que Ok. l'emplacement est intrinsèquement bon. Sauf que les chiffres étaient en berne, c'est ça? Du et coup, donc- c'était plus ceux qui opéraient, les boss qui opéraient mal, plutôt que l'emplacement qui, de façon intrinsèque, n'était pas bon. Mais donc du coup, en fait, t'as pu opérer dans une boulangerie, du coup, sous-évalué, si j'ai bien Non, selon du toi. coup, j'ai pu acheter une boutique qui, pour moi, avait un potentiel. Oui, qui et en était fait- moins valorisée et qui- que ce qu'elle vaut réellement. Voilà. Et qui Ok. était dans mes cordes, accessible financièrement, puisque Mais tu peux nous donner un chiffre ou une fourchette qu'on s'en rende compte? L'idée à travers ça, j'ai pas oublié les 30% d'apport, mais concrètement, tu dois arriver avec 300 000 euros? non, ou du coup, alors... là, je te dis, elle faisait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, donc t'es arrivé... Donc, moi, je suis arrivé, il me semble, j'avais 130, 120 Quand ou 130. Donc, quand même, Ouais, donc. faut les avoir, les 130K. Ouais, j'avais 150, je crois, mais j'ai dû amener 130, un truc comme Et ça. le il me reste, semble. t'as pris au prix de la banque. Et du coup, la banque m'a prêté le reste. Et en fait, et voilà. Et après, donc, t'es propriétaire du fonds de commerce, tu peux opérer, développer ton fonds de commerce. tout simplement. J'ai une question à te poser, Rodolphe. 130 000 euros ou même 100 000 euros. Mm. Beaucoup de personnes te diraient de l'investir. je pense à nos amis banquiers, mais plus sérieusement à faire de la diversification. Toi, tu Oula. as choisi de faire all-in, Ouais, j'ai fait tapis, ouais. mais dans ton projet. Donc Ouais. c'est comme si, moi j'aime bien cette image, dis-moi si tu la comprends, mais Ouais. c'est de te dire que tu investis, mais que c'est comme si tu avais la possibilité de coacher d'avoir une
une influence directe sur le résultat. Ouais. La question, c'est pourquoi tu as mis 100% de tes billes dans la même chose. Parce que C'est pas le plus gros risque, in fine? bah oui, c'est un risque, mais bien sûr que tu joues un peu, tu joues gros. Sur la première, enfin tout le monde le sait. Sur le début, tu peux pas trop te planter. Tu perds trop de temps si tu te plantes. T'es blacklisté en France. Enfin, tu vois, on n'aime pas trop les gens qui sont à l'échec. Donc tu sais qu'il faut que ça fonctionne. Il y a pas de débat. T'es dos au mur, quoi. Tu vois. T'as des traites. Enfin, t'es lancé, quoi. Donc, mais si tu veux entreprendre, tu peux pas. Enfin, si tu veux monter une boîte, il faut que. Enfin, si tu sais que la création de valeur, c'est quand même via l'entreprise que tu vas la faire et que tu vas maximiser cette création de valeur, bah en fait, en plus, t'as rien à perdre. Enfin, t'as rien à perdre. T'as tes économies à perdre, mais quand tu te lances, t'as juste. Le plus important quand tu te lances, quand t'es jeune, c'est le temps. Tu vois, t'as beaucoup de temps. T'as mis du temps pour économiser ça, donc tu fais tapis, t'y vas, quoi. Mais excuse-moi, Rodolphe. ouais. En fait, j'ai l'impression que tu veux trouver des choses pragmatiques et qu'en même temps, t'arrives pas trop parce que la réalité, c'est que beaucoup le verraient comme du risque. Mais toi, dis-moi si je me trompe, c'était acté, sûr et certain que t'allais monter une boîte. Donc pour toi, c'était même plus du risque, c'était la continuité de ce que tu voulais faire. Ouais. De toute manière, c'était comme ça que je l'imaginais depuis que j'étais jeune. Donc une fois que tu as la cible, tu vas, tu te poses plus de questions. Ça fait longtemps que tu réfléchis à ça, de toute manière. Et si on quantifie le risque, 130K environ, tu dois faire combien de CA la première année pour te dire que tu es sur la bonne route pour en tout cas pouvoir rembourser ton prêt, etc. Ouais, si tu amènes 30% et en partant du postulat que tu développes pas énormément le chiffre, mais tu prend 20 ou 30%, ça va passer smooth Si tu prends 20 ou 30% de chiffre d'affaires, ouais. Ok, donc s'ils étaient à 300, fallait que tu fasses 100 plus environ. Ok. Ouais, je veux dire, même à périmètre égal, franchement, vu que c'est quand même un apport significatif, tu passes derrière en remboursement banque sur les 7 ans. C'est quoi la différence entre ce que tu pensais et ce que tu as réellement fait la première année? Du coup, en fait, nous, on a fait x3 la première année, il me semble, ou x4, je sais plus. Donc c'était pas si dur? Non, mais en fait, déjà, ça veut dire que l'emplacement était bon, mais surtout, t'es lancé, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Okay. C'est que le premier move, il faut que ça soit un bon move. C'est ça qui te lance. Parce que finalement, t'achètes pas trop cher, tu fais x3, x4, x5. Donc, t'as un petit cred, t'es lancé. Donc, tu fais des bénéfices, tu gagnes de l'argent et tu lances l'entreprise pour de vrai, quoi. Imagine que ça patine, tu patauges, ça avance pas, tu perds du temps. Et tu peux pas faire développer ton enseigne, ton entreprise. Donc, le premier fonds de commerce, c'est vraiment important. Et il t'envoie quoi comme signal de faire x3 ou x4 la première année? Qu'on est en adéquation avec le marché, que tu sais ce que les clients veulent, que finalement, ce que tu as intuité, bah, tu le vérifies parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc, tu apprends ton métier. De retailer, de chef d'entreprise, que tu pilotes des mecs. Au début, tu pilotes pas beaucoup. On était 7-8 au début, tu vois. Donc, tu apprends tout ce que tu n'apprends pas dans les écoles, finalement. Ok. Le management, la communication. Les choses, c'est ça, exactement. C'est quoi, toi, à titre perso, ce que ça te fait ressentir? J'essaie de comprendre comment on passe de 1 à 30 et quelques boulangeries. Donc, moi, c'était très clair que je voulais développer l'enseigne, que j'avais des objectifs ambitieux, que c'était pas un fonds de commerce. Donc, très rapidement, on gagne de l'argent et on prépare l'ouverture de la deuxième. Ok. Tout de suite. Combien de temps après? 1 an? Ouais, mais 6-8 mois après, on commence à déjà réfléchir à chercher le deuxième emplacement. Est-ce que tu doutes à un moment, toi? Ou est-ce que ces 6 premiers mois t'ont renforcé l'idée qu'il y avait un potentiel énorme? Est-ce que ça t'a renforcé l'idée que t'étais toi au bon endroit au bon moment, mais surtout que t'étais la bonne personne pour faire tout ça? Ou est-ce que sur cette partie-là, en fait, t'as jamais réellement douté? C'était pris pour acquis? Si ça fonctionne et que tu gagnes de l'argent, tu vois ton compte en banque qui se passe bien, enfin que tu fais du cash, forcément tu prends confiance en toi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ça accélère ce que tu avais en tête, mais tu vas pas dire aux gens oui, moi je vais en monter 10, 20, 30 parce que c'est hyper prétentieux. Tu l'as au fond de toi, tu le gardes pour toi. Déjà réussir la première installation, c'est la plus importante, c'est quand même beaucoup d'années de travail parce que n'importe qui en fait doit passer par ou cette formation scolaire ou cette formation pro, peu importe, mais tu dois apprendre des choses avant d'ouvrir ton premier business. Et prendre ton risque à 100 000, 130 000. Exactement, c'est ça. Et après, oui, ça donne confiance. Il y a pas, c'est sûr que quand ça fonctionne, tu prends confiance en toi. Il n'y a pas de débat.
deuxième boulange, donc au bout de 6-8 mois, vous commencez à regarder. Ouais. On va pas les faire de 2 à 30 Ouais. et S'il te quelques. plaît. Je pourrais en vrai. Mais comment ça se matérialise d'un point de vue business? Comment tu montes une deuxième une fois que tu as un commerce qui marche bien? Est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce que tu te poses des questions de culture d'entreprise, d'image de marque, de tout ça, où tu vas all-in et tu vas apprendre Ouais, au fur et moi à en mesure? plus, comme je te le dis, j'avais pas de formation universitaire sur la théorie, sur la façon dont tu fais du business. Donc Ouais, en fait, pas la boulange, mais le business, quoi. en général, Ouais, comment ok. tu structures une équipe, comment tu structures les fonctions support, etc. Donc c'est pour ça que je parlais c'est bien de faire ces formations-là en amont, même si c'est que de la théorie et que tu vas te prendre des claques quand tu vas monter ça. Tu vas pouvoir repiocher dans ces sujets un peu théoriques et peut-être t'aider à décortiquer des sujets que toi tu vas devoir apprendre de façon empirique sur le tas. Et donc moi j'ai dû les apprendre comme un grand garçon tout seul. Ok. Et justement, du coup, c'est... Tu fais que des conneries, je cherche pas. Raconte, c'est quoi les codes? C'est quoi les plus gros apprentissages, on va le dire comme ça? Mais en fait, tu fais que de la merde. Mais sauf que la différence, c'est que 1, il faut que tu te rends compte que tu fais de la merde. Et 2, tu corriges. Et 3, tu dis t'inquiète pas. Mauvais recrutement, tu dirais? Non, mais en fait, Mauvais process. je connais pas un mec autour de moi qui a pas fait les mêmes conneries et c'est unanime. Mais c'est quoi les obligatoire. conneries 101? C'est quoi les conneries les- basiques d'une boulangerie? Non, mais pas les conneries d'une boulangerie, mais les Ou d'un conneries business, les conneries. Tu apprends quelque chose du nouveau et c'est un one shot. Tu l'as pas appris, t'as pas fait des itérations pour bien l'apprendre. Tu apprends au fil de l'eau. Quelque Ok. chose, n'importe qui monte sa boîte et apprend tout au fil de l'eau. C'est impossible de faire bien en une fois quelque chose que tu apprends au fil de l'eau. C'est impossible, même si tu connais les choses théoriques. Donc Et c'est... donc, Ouais, c'est du donc gut feel. te planter sur les mecs que tu recrutes, enfin, la finance, la stratégie, enfin tout, t'es obligé de prendre des petits murs et après de corriger vite, quoi, tu vois, de t'adapter. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est le mec qui, enfin, ce que je me rends compte, c'est vraiment ça, c'est les mecs qui s'adaptent très très vite, qui s'en foutent de se planter, donc qui n'ont pas d'ego. Là, tu Et parles qui- d'entrepreneur. Hein. Ouais, mais Ouais. quand tu vois, parce qu'en Qui fait, arrive. ceux qui arrivent pas, ils restent dans Mhm. dans leur conviction, même si c'est pas bon, parce qu'ils veulent pas avoir tort, etc. Puis finalement, le gars, il itère sans arrêt. Et en fait, ils se transforment mutuellement. Moi, ce que je me disais tout le temps, c'est, ok, comment moi, maintenant, je peux servir la boîte au mieux? Parce qu'au début, je suis en prod, Mhm. il y a cette personne. Dans Ensuite. la deuxième, tu vas devoir déjà piloter 2 équipes, donc tu es un peu moins en prod. Tu peux être le sapeur-pompier, mais un peu moins. Donc tu vas devoir piloter des gens un peu plus. Et au fur et à mesure, tu pilotes de plus en plus sur un tableau de bord. Mais j'allais te dire, quand tu dis tableau de bord, donc c'est du coup derrière c'est ouverture de plusieurs boulangeries. J'imagine que vous en avez ouvert plusieurs même en même temps. Oui. C'est staffing, c'est C'est ça. retransmission de la culture. Est-ce que donc ça je comprends bien. Juste déjà avant ça, est-ce que tu t'es chié sur des produits, sur des pricing, sur une stratégie de marketing? Si je te pose la question parce que j'ai bien compris, la Ouais. théorie c'est quelque chose et je bois tes paroles. J'ai jamais plus appris en faisant des erreurs parce Ouais. qu'au bout d'un moment tu comprends l'importance de la Ouais. théorie. C'est comme un conseil, il vaut rien si tu le mets pas en application, que tu t'es pas trompé pour vraiment comprendre. Mais donc du coup, si tout ça est pris pour acquis, c'est où donc quand je parle de pris pour acquis, c'est toi ta capacité à exécuter, etc. Quelles sont peut-être les problématiques d'un point de vue? Là, on parlait on va revenir sur ton triptyque, sur pourquoi Maison Landmen marche et donc comment t'en es arrivé là. C'est plus ça qui me... Pas très bien formulé, longue question, désolé. Non, Quelle je est t'en la prie. frontière entre j'en crée une et j'en crée 35? Comment tu passes à l'étape supérieure? Comment tu valides le socle pour Ouais, je ensuite comprends. construire dessus? La première chose, et que finalement peu ont, c'est d'avoir une vision ultra claire de ce que tu es intrinsèquement. Et donc de la façon dont tu vas faire croître ce réseau-là, parce que tu sais qui tu es. Ça veut dire, tu sais quelle est cette marque, où elle doit être, quel type de client elle sert, à Une quel vision prix. claire. Ouais. Ok. Ça te guide. Si tu l'as pas, c'est compliqué. Parce que tu tournicotes, tu tournes en rond, c'est pas très clair. Et en fait, tu donnes pas un cap. Parce qu'au fur et à mesure que ça avance, finalement, s'il y a un cap extrêmement clair dans ta tête, tu sais le dire à tes N-1. Tu sais expliquer la strat d'une façon ultra simple à ceux qui bossent avec toi.
et donc tout le monde est aligné sur ce scénario. Donc ça, déjà, tu vois, t'emmènes tout le monde sur quelque chose qui est ultra clair. Parce que finalement, tu n'es pas là en train de diffuser, de targeter des choses qui sont pas en lien avec ta marque. Et donc ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire, c'est vraiment la vision claire de la façon dont tu veux développer ton enseigne. Et c'est pas si évident, en fait, finalement. C'est pas si simple. Mais tu mets un chiffre ou en termes du nombre tu vois, de boulangeries que tu vas avoir à plus 5 ans, à plus 10 ans. Tu te mets des objectifs. Alors moi, comme j'ai pas d'actionnaire, donc tu es obligé de tenir compte en fait de les respirations de l'entreprise, c'est-à-dire ton niveau de dette, etc. Donc de temps en temps, tu vas être agressif et tu fais de la croissance parce que tu peux te le permettre parce que tu as un petit peu de trésor. Ouais, tu as de la trésor et puis aussi tu as tes métriques qui sont bons, ta dette par rapport à ton chiffre. Ouais, exactement, donc tu peux pusher. Donc là, tu es en mode croissance externe et tu es en mode je cherche des cibles pour faire de la croissance externe. Et donc de là, temps en temps, d'ouvrir des boulanges. Exactement. Et de temps en temps, tu vas réorganiser le groupe, désendetter, et voilà. Et donc, ces temps de pause qui sont pas mis sur la croissance externe, elles sont dédiées à la réorganisation de ta boîte à la taille où elle est maintenant. Pour passer à l'étape Exactement. supérieure. Pour passer à l'étape suivante. On parle de croissance saine, en fait. La croissance, c'est pas ça. C'est en fait par escalier. C'est des plateaux. Ok. Ouais, c'est des plateaux. C'est pas tu prends une marche. Tu stagnes un peu, tu t'assures Exactement. que tout est nickel et ensuite tu peux rescaler. Okay. Et tu prépares les équipes pour le prochain objectif. Donc tu vas recruter les mecs dont tu as besoin. Tu vas préparer ta team vraiment en disant bon, je recrute même peut-être un peu plus de profils ou d'autres profils que tu auras besoin dans quelques années en amont potentiellement parce que tu vas aller chercher ça. Tu le fais à quel moment? Tu le fais pas auprès de la première boulangerie en te disant je recrute les premiers là? Avec le visu que dans 3 ans, on a 4 boulangeries et qu'ils vont les ouvrir. Tu le fais au fur et à mesure des strates que tu passes et des besoins que tu as. Des besoins et des objectifs. D'abord les besoins aussi, parce que tu as changé et donc tu as besoin de nouveaux profils. DAF, je sais pas moi, directeur des ressources humaines, enfin les trucs classiques. Donc c'est lesquels j'ai besoin en premier, tu vois. Je fais rentrer les bons éléments qui collent à la team et lesquels dont j'ai besoin pour la prochaine étape. Je sais pas si tu l'as bien noté. Bon, on a dit que c'était du coup accessible en termes de prix. Ouais, premium accessible, ouais. Premium, donc c'est plutôt sur la qualité des produits. Ouais. Et il y avait un troisième point, je crois, dans le truc. Ah, et bon emplacement, du coup. Oui, ça c'est classique pour tous les retailers. Oui, mais enfin par rapport aux gens que tu ciblais, donc là on était à République. Si je vais là-dessus, c'est... En fait, la question est simple. À quel moment t'es rassasié ? À quel moment c'est assez ? C'est une bonne question. Mais je pense que ceux qui continuent à pusher, c'est pas un sujet que de valeur. C'est un sujet qui est lié à leur ADN. C'est-à-dire que t'en as qui vont conquérir des pays, t'en as qui vont conquérir l'Europe, t'en as qui vont conquérir le monde. Tu vois, c'est des valeurs, mais pas financières. Ça reste de l'impact, mais pas forcément financier. Ouais, tu vois, t'en as qui vont vouloir être un duc, un baron, un roi. Tu vois, il y en a qui vont partir à l'abordage du monde. Tu vois, ça dépend des profils, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ton objectif était d'être riche ? Et est-ce qu'on peut dire qu'avant même d'ouvrir Tokyo, t'étais riche ? Oui. Ok. Pourquoi t'as ouvert Tokyo ? Parce que ma femme alors c'est simple, ma femme est japonaise, donc tu vois déjà. Tu vas souvent là-bas. J'allais souvent là-bas, c'est vrai, et il se trouve qu'on avait une école de boulangerie-pâtisserie qui fonctionnait super bien, parce que quand on allait là-bas pour des raisons familiales, on s'ennuyait un peu, donc et on a dit on a monté une école. Incroyable. Et après on a eu pas mal de prix à Paris et on a eu des gens qui nous ont proposé des opportunités exceptionnelles de pouvoir ouvrir des boulangeries. Au départ, je voulais pas, mais en fait, ils nous ont proposé des conditions qui étaient top parce qu'ils aimaient bien la marque. Mini parenthèse, est-ce qu'il y a rien de plus dur que de monter ta première boulangerie ? Est-ce que tout derrière, il y a plus dur quand même ? Ah non, tu veux dire qu'est-ce qui est plus dur par rapport à... J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu ouvres ta première boulangerie, en tout cas dans ce que tu me dis, et que ça marche, tout est fait d'opportunités derrière. Mais c'est pas des problèmes. C'est pas, tu te dis pas est-ce que je suis capable ou pas, tu te dis ça peut être intéressant, je m'ennuie avec ma femme au Japon, ouvrons une école. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je sais pas si tu partages ça ou pas, toi. Si, ne pas saisir les opportunités, alors là c'est une énorme erreur. Enfin, il y a pas de débat. Mais il faut avoir un mindset. Ouais, c'est ça. Exactement. Enfin, tu vois les trains qui passent et tu montes jamais dedans, il se passera jamais rien. Donc en fait, des fois il y a moi c'est toujours ce que je dis même à mes cadres.
Il y a des trains qui passent, des fois c'est des trains pourris, mais si tu montes jamais dans les trains pour voir ce qui se passe, donc c'est des opportunités de marché, des opportunités de vie, ça peut être des rencontres ou du business ou quoi que ce soit. Là en l'occurrence, le Japon, il y a quelqu'un qui adorait la marque, qui avait 30 buildings, qui m'a payé les Renault et qui a dit tu te mets là, je veux que tu sois là. En fait, on mettait les pieds sous la porte avec une boutique neuve. On a dit ok, on y va. Donc tu vois, ça c'est typiquement une opportunité de rentrer sur le marché japonais qui nous a été donnée. Tu aurais pu dire non, on a dit oui. Puis après, on a développé un petit peu l'enseigne là-bas. On pourrait en faire plus si on pushait. Donc d'où l'humilité, et j'allais dire aussi, c'est être capable de négliger personne et en même temps de rebattre les cartes. Tout à l'heure tu parlais de strat, mais ta strat elle change tous les 3 mois en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui t'anime, de tous les jours te dire il peut se passer une dinguerie. Positive ouais, comme moi je pense négative, que les mecs qui cherchent en fait c'est des aventuriers qui cherchent à vivre une vie intense, mais qui sont beaucoup plus réfléchis que ce qu'on pense. Ils te qualifient d'artistes, de machin, de chaque fois, tu vois. Mais en fait, okay. Et en fait, c'est souvent, on est souvent beaucoup plus prudent que ce que les gens pensent. Et c'est des pas, enfin, il y a de l'extérieur, t'as l'impression que c'est feu follet, mais en fait, c'est beaucoup plus posé, maturé que ce que les gens pensent. Non, ça veut dire que tes moves. Parce qu'en fait, les opportunités marché, des fois, tu vas très vite, il se passe des choses, boum, boum, boum. Et les gens disent, ouais, putain, on n'a pas fait ça dans les BP, machin, qu'est-ce qui nous fait le boss? Mais en fin de compte, c'est des moves qui sont pesés, sous-pesés, c'est ça que je veux dire. Tu mets pas, tu mets pas en risque la boîte entièrement quand tu vas faire des moves et que tu es lancé. Bien sûr. Tu te mets en risque, mais un risque qui est pesé et sous-pesé. Et est-ce que, même si dans ça, on parle pesé, sous-pesé, j'ai presque l'impression qu'il y a du pragmatisme, est-ce que par moment, on parle d'intuition, on parle de tout ça enrichi par tous les trains dans lesquels tu rentres, mais que tu vas pas prendre au final, enfin que tu prends, mais que tu vas sortir à la prochaine gare. On va arrêter avec ces métaphores, mais est-ce que ça nourrit ton gut feeling? Est-ce qu'il y a des décisions que tu prends et tu saurais pas l'expliquer? Bien sûr, et c'est celles qui m'ont fait gagner le plus d'argent, et c'est celles qui ont permis de twister le groupe le plus fortement quand c'était pas des tableaux croisés dynamiques. Et qui t'anime le plus ou pas? Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus fort. C'est ça la différence. Ta vie est un jeu. Bon, non, mais c'est. Non, mais tu le vois comme ça aujourd'hui. Tu joues. À part ta fille, c'est ça, t'as une fille. Ouais, j'ai une fille. Apparaît le risque au quotidien. Tu le vois dans quoi, toi? Non, je suis. Non, il y a pas de, je suis pas un gambler ou tu vois, non, il y a pas de choses comme ça à côté dans ma vie. Quand je disais risque, c'est plus négatif, mais en mode tu vois, où est-ce que tu pourrais perdre, ou est-ce que tu le vois comme ça, ou est-ce que au contraire, t'es très optimiste, positif? Ça dépend des sujets. Bon, ça, t'es de bonne humeur là. Ouais, il y a des sujets, je suis optimiste, il y a des sujets un peu moins. Enfin, je pense que tu te bats contre toi-même à essayer de positiver et être optimiste sur les sujets qui sont un peu anxiogènes. Sur le côté business, en fait, non, j'ai jamais été anxieux ou pessimiste. Vraiment, vraiment, vraiment jamais. C'est pas mon mindset. Sur d'autres sujets un peu plus contemporains, oui. Okay. D'ailleurs, c'est pas ma nature profonde, mais pour le coup, c'est un peu. Il y a des sujets qui m'animent beaucoup. Mais sur le sujet biz, non, je suis optimiste. Ouais. Sinon, tu fais pas ça. On va rentrer dans ce qui t'anime justement, parce que je pense que c'est encore un plateau que t'as atteint pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Tu me vois venir, mais. Typiquement, vouloir créer des œufs à partir de plantes, du coup, c'est ça? Ouais, c'est des protéines végétales. Des protéines végétales. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé, opportunité, et très vite ça a germé dans ta tête? Ou est-ce que au contraire, et est-ce que même si c'est le cas, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Il y avait combien de boulangeries déjà? Donc c'était il y a 4 ans? Oui. Vous étiez à combien de boulanges là? Il y avait 25 maisons lendemain, il me semble. Donc il y en a 10 qui sont montés entre temps, mais 25 c'était une taille critique pour toi. Est-ce que ton quotidien était trop, tu vois? Ouais, trop chiant. Ouais, je pas le dire. Tu cherchais de nouveaux challenges. Possible. Non, en fait, moi quand j'ai adopté ce régime végétalien, il y a 10 ans, j'ai adopté un régime vegan. Il s'est posé beaucoup de sujets, beaucoup de questions à moi. C'était un vrai changement de paradigme pour moi. Et en fait, la porte d'entrée sur ces sujets, tu sais, éco, elle est rentrée par la porte du véganisme où j'ai découvert tous ces sujets de ressources planétaires, limites planétaires, climate change, collapse de la biodiversité, tous ces sujets-là. Ça, c'est que du perso, rien à voir avec le business. Exactement, okay. Mais ça a fait évoluer ma conception des affaires. C'est ça que je veux dire. Parce qu'avant, j'étais focus sur je crois de la valeur.
je suis un businessman. Point final, je fais La des valeur, affaires. c'est de l'argent. Et après, je découvre ces sujets-là et je dis, ouais, là, il y a un sérieux problème, tu vois. Et donc, je commence à décortiquer tout ça, à me rendre compte que l'assiette, c'est prépondérant dans les gestes citoyens, que c'est un vrai sujet, la façon dont les gens se restaurent, et que moi, j'appartiens à cette branche qui est prépondérante, puisque la moitié des gestes éco-citoyens, pratiquement, c'est l'assiette. Et donc, je me dis que j'ai aussi, moi, un rôle en tant que citoyen, bien sûr, puisque j'adopte un régime végétarien, mais en tant qu'entrepreneur, de porter des sujets qui sont en lien avec ces sujets de transition alimentaire. Et c'est là qu'on parle tout à l'heure d'intuition, aussi de créativité, etc. Et me vient l'idée de faire bifurquer l'entreprise vers ces sujets de transition alimentaire avec plus de végétal, avec cette idée saugrenue à la base de monter une boulangerie-pâtisserie 100% vegan. Et donc, pour répondre à ta question, c'est en travaillant sur cette idée-là que je m'aperçois qu'il y a un vide sur les œufs, qu'il y a des... La qu'il y a pas de techno ressources. n'existe pas. Non, il y a rien qui existe qui facilite l'entrepreneur, enfin le chef qui va vouloir créer des recettes végétales. Et donc une idée, une boîte, hein, c'est un peu ça. Donc je dis, je réunis des ingénieurs agro et on bosse. Enfin, je leur dis, est-ce que tu penses que c'est envisageable? Et il me dit, et voilà, donc on monte une entreprise, on fait 3 ans de recherche et développement. Comment tu vas chercher ces ingés agro? réseau. J'avais bossé sur un bouquin avec une ingé agro. Et c'est elle que j'ai été voir en lui disant, bon, écoute, j'ai envie de monter un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, ouais, il existe des choses qui fonctionnent, etc. Et donc, comme elle avait sa boîte et moi la mienne, on s'est mis en recherche d'un CEO, de quelqu'un qui allait tracter la boîte. Et donc, après, on a monté cette entreprise et on s'est, avec pour mission de créer une solution aux œufs, une solution végétale aux œufs. Voilà. Donc, elle est pas exclusive à Maison Landman demain? Non, elle est pas exclusive. On la commercialise. On est dans 12 pays maintenant. Okay. On est une dizaine de collaborateurs. Okay. Et je te disais, on est en série A pour continuer à faire croître l'entreprise. Donc, une startup, c'est une idée. D'abord, une idée. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur les affaires, parce que moi, je faisais des affaires de façon assez, entre guillemets, basique. J'allais te dire, tu vois une différence avec là, aujourd'hui la startup. Voilà, tu pars d'une idée. Tu préfères ou pas? Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu pars d'une idée. C'est pas que je préfère. En fait, il y a des. Ce que j'aime pas dans le monde de la startup, c'est que espèce de jargon et d'entre-soi. Stock qui a dû disrupter au début. Ouais, c'est ça. Moi. Mais en fait, les mecs, ils sont omnubilés par la levée de fonds. T'as l'impression qu'une boîte tourne par la levée de fonds. C'est une finalité dans leur business. Et moi, j'investis dans des boîtes aussi, mais je leur dis, mais putain, mais mec, si t'as pas besoin de lever des fonds, lève pas des fonds. Arrête de vouloir lever des fonds, tu vois. Ça te fait chier là de lever des fonds? Mais non, c'est pas ça, c'est que des fois t'en as besoin, mais en fait, les gars, maintenant, tu regardes les entrepreneurs, c'est un moyen. Ils se mettent tout de suite en mode levée de fonds. Donc, en fait, ils donnent du capital trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. C'est le plus important pour toi, le capital? Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, si t'as une vision long terme, une croissance, elle est exponentielle. Donc, ton premier million d'euros, c'est 10 ans pour le faire. Mais nous, on est passé de 40 à 50 en un an. Donc, un croissement, un développement, c'est exponentiel. Donc, si tu es patient, tu vas y gagner dans le long terme à être patient et à faire croître ta boîte en ayant une vision long terme. Et comme eux, ils veulent faire levée de fonds, exit, parce que c'est ça leur truc. Mm-hmm. C'est cool quand ça marche bien et que c'est de la tech et que ça se développe super vite. Mais déjà, en termes de stats, c'est pas énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à vraiment faire ça. C'est moins de 5%. Et parfois, ouais. Enfin, de ceux qui lèvent, peut-être, ouais. Voilà. Ouais. Et déjà, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent, mais ouais. Et moi, je suis peut-être un peu plus vieux, mais par contre, j'ai une vision de l'entreprise plus à long terme. Et pas de faire lever, exit. Donc, du coup, pas d'exit dans tout ça pour toi? C'est pas ça, c'est quoi l'objectif? Si tu veux nous expliquer un petit peu à travers cette déjà, nouvelle moi, entreprise. je suis aux manettes du groupe depuis 16 ans. Donc déjà, c'est long dans le milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Les mecs, ils font des fois, ils font un exit en 5, 7, 8 ans. Tu vois, ils vont très vite. Mais si on décorait le Maison Landman et justement, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Lionel Monkeys, la boulangerie Yumgo, la startup Yumgo. Yumgo, je mets un Yum pour Yummy et Go pour Tamago, c'était sûr. Tamago, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mince, j'ai pas la meilleure des mémoires. Passons donc. Yumgo, ouais c'est ça, faut l'afficher. Et oui, juste comprendre. Si tu sépares de Maison Landman, est-ce que t'as ou en fait c'est pas séparé pour toi concrètement?
Est-ce que c'est séparé du groupe? Si, c'est séparé. Tout est des initiatives. Tu pourrais le revendre demain à 100% Oui. et quand même t'approvisionner auprès de... Oui, bien sûr. Ok. C'est séparé. Donc c'est une strate différente. C'est une strate différente. T'as une vocation à la revendre? Bah, déjà, t'es pas seul aux manettes, donc c'est un espèce de consensus un peu différent, puisqu'en fait, là, pour le coup, tu apprends. Moi, je suis le boss des autres boîtes que j'ai montées. Mhm. Là, j'ai un cofondateur, donc c'est pas la même chose déjà. Quand tu montes une boîte à deux, j'ai appris à apprendre à faire plus de consensus. Quand tu es tout seul aux manettes, tu dis bah non, ça va être à gauche, et tu vois. T'es autant impliqué, mais tu sens que t'as moins la main? C'est pas autant la main, c'est que si c'est pas la bonne personne, franchement, c'est difficile d'opérer puisque tu as une team. Tu vois, c'est pas les mêmes. Mais skills. même le pouvoir décisionnel, si j'ai bien compris, il est pas que dans tes mains, il est aussi dans ceux de Ouais. tes cofondateurs. Qu'est-ce que ça Implique. pour toi par rapport aux autres expériences que tu as eues? Moi, c'est ce que je te dis. Toutes ces expériences, pour moi, elles me font progresser en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur. Donc, en fait, j'adore me mettre dans une situation qui est inconfortable parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Et donc là, toutes ces choses-là qu'on apprend avec la startup, espèce de consensus, de partager la décision, de lever des fonds, etc., d'avoir des actionnaires au board, un board, des choses comme ça, c'est des choses qui sont qui sont nouvelles pour moi et donc qui demandent une autre, pas d'autres aptitudes, mais un autre comportement, une autre façon de faire. Sauf que après presque une heure de conversation, j'ai du mal à croire que le statu quo est quelque chose qui te ressemble, cher Rodolphe. C'est vrai. C'est quoi la suite? Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des limites, que ça soit une start-up, que ça soit une boulangerie. D'ailleurs, vous l'avez créé ou pas encore, la boulangerie full vegan? Oui, bien sûr, il y a 6 établissements à Paris. Allez visiter, chers amis. L'en est de manquise. Mais c'est quoi les next steps? Concrètement, je sais qu'il va y avoir des... Quand je dis des limites, c'est qu'on change tout, c'est qu'il y a un moment, tu vas te réveiller un matin avec une envie. Est-ce que cette envie, tu sais déjà ce que c'est ou pas encore? Non, moi, en tout cas, j'ai sûr et certain, c'est que j'ai envie d'entreprendre différemment et je mêle beaucoup la philanthropie à mes entreprises puisque j'ai cédé une partie du capital de mes holdings à un fonds de dotation. Ok. Donc, ça s'appelle les fondations actionnaires. Et Et en fait, je trouve ça super cool parce que c'est un outil qui te permet de réconcilier la création de valeur et le bien commun. Donc, c'est en gros, hein, tu files un pourcentage de tes holdings à un fonds de dotation. Quand tu distribues des dividendes à hauteur des titres qu'il détient, il prend ce réservoir d'argent. Il a sa propre mission qui est du bien commun, puisque c'est un fonds de dotation, c'est comme une association. Mhm. Et donc, tu amendes une partie de ta création de valeur qui va pour le bien commun. Donc, ça m'anime énormément. Nous, ce qu'on fait... Donc en fait, la mission du fonds de dotation, c'est protéger le vivant parce que j'ai voulu faire de l'éthologie, je suis très sensible à la cause animale, je suis végétalien, etc. Tu l'as pas oublié ça Ouais, depuis exactement. tes 18 ans. Non, mais c'est Exactement. beau ça. En fait, je pense que tu reviens vraiment à tes premiers amours. Je sais pas forcément le pain en fait. et donc, Enfin, vegan au moins. Mais- moi, je suis ultra anxieux et traumatisé par la non prise de conscience du collapse qu'il y a sur la biodiversité par les masses, par les élus, par ceux qui sont manettes. On n'est pas encore assez conscient en France. Ah non, mais pas en France, mondialement, c'est juste fou ce qui est en train de se passer. Et on continue business as usual, comme si de rien n'était, alors que on scie la branche sur laquelle on est assis. Il n'y a pas de débat là-dessus. T'as un message alarmant, entre guillemets, c'est que les tu aimerais chiffres faire je lis, passer les là-dessus. bouquins que Ouais. je lis qui sont juste dingues, en fait. Et c'est ouf que ça passe pas dans les médias mainstream, que ça devrait passer en boucle partout, parce que tu as des effondrements d'arthropodes, d'amphibiens, de mammifères qui sont à l'échelle d'une vie humaine folle en termes de pourcentage de vivants qui disparaissent. J'ai lu l'autre fois que les espèces disparaissent 1000 à 10 000 fois plus rapidement que la normale. En Ouais. ce moment. Donc 1000 c'est à qu'on a- 10 000 fois. En tant C'est- qu'humain, on a une incidence Ouais, pas c'est ça. très bonne sur notre Mais en fait, écosystème. c'est que des raisons anthropiques. C'est que les raisons, c'est la destruction de leurs habitats, trop consommer de viande parce que ça demande trop d'espace, trop de ressources pour pouvoir nourrir ces animaux-là. En fait, l'équation, elle fonctionne pas. Et le climate change, bien sûr, mais et la chimie, en fait. Toute la chimie, en fait. La chimie, c'est le pire. C'est d'abord la chimie, la destruction des habitats et notre façon d'habiter l'espace, notre façon de sans cesse
être prégnants sur les espaces et qu'ils ont juste pas en fait d'endroit pour pouvoir vivre tout simplement. Donc en fait, toi, si j'ai bien compris, parce que là on parle même pas de bouffe, hein. Ouais. Bon, en fait, c'est que à travers la boulangerie, tu vas pouvoir servir toutes ces autres Ouais, choses. C'est pas exactement. juste le côté Exactement. vegan. Et nous, ce qu'on fait Ok. avec donc ce fonds de dotation, c'est qu'on achète des terres Ouais. qu'on laisse en libre évolution. On fait du rewilding, ça s'appelle. C'est passionnant. En fait, le principe, c'est de rendre à la nature les clés et de lui laisser complètement les écosystèmes se refaire. Et voir ce La qui- laisser se régénérer et de voir ce qui se passe et faire des audits pour voir si ça fonctionne. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des centaines d'hectares. Et on fait comme Yellowstone aux États-Unis, c'est qu'en gros, on laisse complètement la nature aller en libre évolution et on audite ça avec des naturalistes et des scientifiques pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est la bonne nouvelle. Et donc, en fait, on a des leviers aujourd'hui incroyables qu'on n'actionne pas et qui pourraient permettre d'endiguer, en fait, dans les mers et sur les terres, ces effondrements de ce collapse de la biodive, quoi. C'est où et est-ce que vous comptez les exploiter au bout d'un moment? Je sais pas Non, s'il y a jamais des- exploiter, ça c'est sûr. Alors pas exploiter, mais est-ce qu'il y a des choses qui poussent sur lesquelles on pourrait ne serait-ce que récupérer, non, Non, alors nous, des matières premières ou autres? Non, justement, c'est Ok. vraiment en fait aucune activité anthropique sur le site. C'est pas Donc d'activité, c'est full philanthropie. ouais, Ok. pas de sylviculture. Il n'y a pas de coupe de bois. Il n'y a pas d'activité cinégétique, c'est-à-dire pas de chasse, pas de pêche, des choses comme ça. Il n'y a pas la volonté d'organiser les biotopes. Donc on laisse tout aller en libre évolution. Donc c'est le sauvage, la nature telle qu'elle s'organise elle-même avec toute sa complexité et sa beauté. Ouais. Et on audite ça et en fait, on fait ça sur 200 hectares en Normandie, mais on mène d'autres projets à l'échelle nationale où on va continuer à mener des projets comme ça. Et surtout, on se sert de ce projet très pédagogique pour faire venir des entrepreneurs, des élus et on leur montre ce qu'on fait pour leur dire en fait, regardez, ça fonctionne pour qu'ils fassent la même chose. Tu te sens responsable et si oui, de quoi? Je me sens responsable de filer une planète vivable aux générations futures. Ça, Pas c'est qu'à sûr. ta fille, hein. Ouais, exactement. On parle de la génération de ta Exactement. fille et celle qui... Ok. En fait, moi, je me dis qu'en tant que citoyen et d'entrepreneur, je veux absolument pouvoir me dire, j'ai pas fait l'autruche, j'ai J'allais pris dire mes ça, tu veux faire responsabilités, quoi. plus que la moyenne, mais en fait, c'est plus que la moyenne, là. C'est faire partie des top 1% qui vont laisser une empreinte positive sur notre planète. Bah, tenter, quoi. Et surtout d'inspirer des jeunes entrepreneurs, parce que moi, j'ai cédé un pourcentage des titres qui va graduellement monter au capital. C'est-à-dire que c'est un don, c'est du leg. Donc, tu te déshérites d'une partie de ta valeur Et il y a un au côté profit d'autre chose. vertueux, non, que tu veux créer. Il y a l'effet boule de neige, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, et puis en inspirant, montrant exactement. l'exemple. Moi, je fais partie d'une association où il y a d'autres entrepreneurs qui ont fait la même chose. On est quelques dizaines en France à avoir cédé une partie des titres à un fonds de dotation pour des raisons diverses. Chacun a sa sensibilité. Et on prône via cette association qui s'appelle De Facto les fondations actionnaires qui permettraient de verser ce fameux dividende écologique dont parle la MAIF que j'aime beaucoup. C'est de se dire 10 ou 20% des boîtes, enfin de la création de valeur des boîtes, pourraient aller vers des activités philanthropiques qui permettraient de réparer et régénérer les dégâts qu'on a fait. Parce Est-ce qu'on que les connaît en fait. L'État devrait pas... Enfin, t'aimerais que l'État se saisisse de ça un peu? Mais l'État, il s'en saisit clairement pas assez. Enfin, c'est assez Ok. fou que... Enfin, c'est assez fou le niveau de déresponsabilisation de l'État sur ces sujets-là. Mais D'ailleurs, bon. en plus, il se fait sans arrêt taper sur les doigts par Bruxelles, encore il y a une semaine. Ouais, mais est-ce que Ils justement se là on font, rentre pas dans un truc de lobbying avec, on le sait tous que l'argent égale pouvoir. Ouais, et c'est que- ça, exactement. Bah, c'est l'État, il y avait un super bouquin qui disait qu'à un moment donné, le pouvoir devrait être capable de dire merde au lobby, quoi. C'est ça la vérité, c'est de dire à l'argent tout puissant, Bien sûr. de dire merde pour prendre les décisions qui s'imposent. Et aujourd'hui, ceux qui sont aux manettes, ils n'ont pas le courage. En fait, ça pourrait être des héros s'ils ils osaient, ils étaient audacieux, mais ils n'ont pas le courage, en fait. Ils sont- L'argent est plus fort que le pouvoir aujourd'hui. Clairement, Le pouvoir il n'y a pas de débat. exécutif de. Il n'y a pas de débat. Ok. Enfin, c'est fou la puissance qu'ils ont. Enfin, quand on voit dans les COP et tout, les gens qui sont payés pour aller faire du lobbying là-dedans, c'est assez dingue que ça soit autorisé. Évidemment, c'est normal. Tout le monde fait son propre lobbying à chaque niveau. Hein. C'est assez humain. Je veux t'embêter avant de te laisser partir, sinon c'est pas drôle. Non, je voulais te parler d'international, puis juste dans tout ça, avant de parler d'international, et pour te donner un indice, les US. Ouais.
quand tu vas à Tokyo, enfin au Japon. Alors moi, j'y vais plus. Je prends plus l'avion. Je suis devenu un ayatollah. Ah bah voilà, c'était la question que je voulais te poser. Non mais vraiment, Depuis ok, donc tu 5 ans. ne prends plus du tout l'avion. Non, je prends plus l'avion, ouais. Donc t'es plus du tout allé au Japon ou tu y vas vraiment? J'y vais plus depuis 5 ans. Ouais, ou alors c'est 20 jours de... Ouais. ou plus. Non, tu vas en transsibérien. Ouais. Moi, j'ai prévu vraiment un Ah, voyage vraiment en transsibérien l'année prochaine où je resterai 2 ou 3 mois au Japon. Donc c'est Parce quoi, que tu j'ai quand passes même des par activités. Russie, ensuite... Ouais, Moscou jusqu'à Vladivostok, bateau et après le Shinkansen. Ouais, ok, je vois, parce que enfin, j'étais en Chine et j'ai des potes qui sont rentrés de Chine Ouais, à Paris. t'as le transmandchourien qui passe par Pékin. Ouais, Qui traverse la Mandchourie. Ok, ben du coup je te pose la question, les US, même si c'est pas toi qui l'ouvres et que c'est peut-être des associés à toi ou quoi, mais est-ce que c'est envisageable? Si je pose la question, c'est Ouais. simple. Je suis marocain Ouais. et je suis allé dans plein d'autres pays, Ouais. même la Chine. Il y a une culture du pain. Ouais. Et c'est pas que en France, c'est-à-dire que il y a plein de pays dans lesquels le pain, Ouais. c'est une référence. Aux US, il est dégueulasse. Et Mm. j'ai vécu 4 ans au Canada, il est aussi dégueulasse là-bas. Et même les boulangeries françaises, c'est pas des vraies boulanges. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-bas? Et je pense notamment à l'école que tu as créée au Japon. En fait, avec la marque Maison Landmen, on n'avait pas du tout vocation à aller à l'étranger parce que je trouvais que j'apportais pas quelque chose en plus sur le marché. Mais avec l'Anen Monkey, c'est complètement autre chose. Ok. Et là, pour le coup, on a un développement, une ambition en national et à l'international qui sont ultra ambitieuses. Et j'ai recruté des profils justement qui vont m'aider à aller chercher ce national et cet international. Là, on ouvre déjà en province cette année. Ok. On ouvre dans 3 villes et on En est France, hein, du coup. en France Mhm. et on est en négo sur des ouvertures en master franchise dans plusieurs pays du monde. On a une énorme traction. On a 10 demandes par semaine de franchise sur cette marque-là. Ok. Et T'as jamais franchisé pour le moment? non, C'est pas des franchises, c'est en gestion directe. Hein. c'est de la succursale pure. Ok. Voilà. Et c'est quoi les pays auxquels tu penses? Si tu peux Alors, lâcher des pistes. ouais, bien sûr. Donc, l'Europe, c'est tous les pays scandinaves, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, parce que c'est des pays ultra sensibles sur ces sujets-là. Mhm. Donc, très en appétence pour le végétal. Bien sûr, l'Asie, avec cette densité via Taïwan ou Tokyo, un peu en retard. Le Japon, un peu trop tôt. Les Ah US ouais, et le ok. Canada aussi, bien sûr, très sensibles avec un réservoir de clients énorme sur le végétarisme et le véganisme. Tu te vois rien faire aujourd'hui qui est pas dans le vegan, en gros? Genre- J'investis que dans des boîtes qui sont sur la transition alimentaire ou qui portent ces sujets-là. Ok. Il y a aucune, enfin quand je reçois, je leur dis, hein, quand je reçois des decks et que c'est pas en lien avec ça, je dis je peux pas financer, je n'irai pas dans des projets qui sont pas en lien avec ça. Donc on verra pas d'autres boulangeries, maisons Landmen classiques. Si, il y en aura d'autres parce qu'en fait Mhm. le sujet c'est que ce qui est intéressant c'est que tu dois pas te dire je pars toujours d'une feuille blanche. Maison Landmen ça existe avant ces sujets-là, enfin cette prise de Mais conscience c'est sur ces du sujets-là. levier. Et- Ça a permis de créer. Et tu peux aussi progresser, c'est-à-dire que tu peux l'amener à être plus vertueuse. Donc tu peux végétaliser de plus en plus, faire gonfler sa RSE pour qu'elle soit plus jolie. Enfin, nous, on s'inspire de Land & Monkey qui a disrupté, tu vois, pour essayer de faire progresser. Chez Maison Landmen, tu as quand même 600 collaborateurs. Si jamais tu fais plus rien, les gens ils vont dire, oh là, il se passe plus rien. Tu as besoin de dynamiser aussi la marque et qu'il se passe des choses pour les grimpeurs, ils ont besoin de grimper. Donc tes cadres qui ont besoin qu'il se passe des choses, faut leur donner un petit peu des pentes à grimper, quoi, tu vois. Et cette interview touche à sa fin, mais avant de te laisser partir, cher Rodolphe, ne tue pas mon matériel. Je vais te poser quand même ces 2-3 petites questions du tac au tac. Vas-y. C'est parti. La première est simple, c'est quoi le conseil le plus sous-coté, donc celui que toi t'aurais aimé entendre à tes débuts avant de lancer Maison Landmen? Être soi-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être soi-même sans se Être soi-même, connaître? ça veut dire avec ses qualités, ses défauts. C'est-à-dire que tu vois, accepter qui tu es, parce qu'en fait, tu peux pas trop tricher. Et enfin, tu vois, ça met en évidence tes faiblesses. Tu peux pas ne pas les regarder en face. Et si tu les regardes pas, tu progresseras pas. Donc en fait, faut accepter d'être pas bon sur plein de choses et d'être bon sur d'autres choses et de te dire bon, ok, je suis nul là-dessus. Tu vois, t'as tendance à vouloir occulter tes faiblesses, même vis-à-vis de ton staff, de tout ça. Mais en fait, non. Si tu les acceptes, que tu les embrasses, t'es complètement en paix avec toi-même et en fait, t'as plus de confiance en toi. Très clair. Qu'est-ce que tu détestes faire? Dans quoi Wow. t'es mauvais? Dans quoi je suis mauvais? Ouais. Alors, moi où j'étais très mauvais, je le suis moins maintenant, c'était la prise de parole en public. Parce que je suis un Ça méga va. introverti.
Ça va. Mais j'ai travaillé, c'est ce que je te dis là-dessus. Ok. Et moi, j'étais un geek à l'école, tu vois. Enfin, vraiment, joueur d'échecs, machin, tu vois. Un peu dans mon monde. Et donc, la prise de parole en public, je te parle en vrai public, c'était pour moi hyper dur au départ. C'est super drôle parce que tout le monde, enfin, aujourd'hui, je fais un métier qui est assez de l'animation. Et toutes les années d'études où je me levais, juste me présenter en cours, mon cœur se mettait à battre. Et en vrai, c'est pas que j'étais timide, c'est juste que je crois que j'aimais bien ça, mais j'avais un peu peur. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. C'est dernière question. Si. Si tu avais la possibilité de choisir un board member ou un mentor, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, quelqu'un qui pourrait t'épauler sur une des 3 activités à l'heure actuelle. Mais je sais pas si je prendrais un mec qui est super brillant et qui m'épaulerait sur mes activités ou si je prendrais une figure iconique sympa qui en fait, tu vois, arriverait à faire un espèce de consensus général où tout le monde l'aimerait, quoi, tu vois. Enfin, je pense qu'un Zidane, il a beaucoup plus de value dans la boîte qu'un mec qui vient de te donner plein de conseils. T'imagines, tu dis j'ai Zidane à mon board. Enfin, tout le monde, enfin, tu lèves 100 millions de mains, quoi. Rien que parce que c'est Zidane. Coup de tête. Donc, en fait, je prendrais des mecs comme ça, tu vois, des mecs que tout le monde adore. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est pas un rationnel. C'est l'émotion qui prend le dessus. Donc, si tu vois, je crois que je peux pas le dire parce que je suis enlevé, c'est dommage. Mais au board de ma boîte de la levée qu'on est en train de faire sur Yongo, il va y avoir un mec, tu peux même pas imaginer qui c'est. Je te le dirai, tu me croirais pas. Et c'est un sportif. Et je peux te dire que quand on va lancer le truc... Tu veux pas me teaser comme ça, Roton. Tu diffuses quand? On le diffuse je crois que c'est le 18 mars. 18 mars? Ouais. Mais je sais pas si j'aurais bouclé. Non, mais prends pas le risque, c'est pas grave. Tu me le diras juste après. Le mec, c'est du niveau de Zidane. Vraiment, c'est un mec extraordinaire. Écoute. Bon, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Au niveau de Zizou, il y a que Zizou. Zizou, il y a Zizou. Mais c'est un mec, voilà. Donc, en fait, t'as ça au board. Enfin, le conseil, tu vas aller le chercher facilement partout. Il y a trop de gens qui ont la tête bien faite. Ouais. Avec plein d'expérience. Et puis, il y a tellement de... Tu peux tout sourcer maintenant. Je prendrais un mec avec une capitale sympathie de fou. Un bon entrepreneur doit avoir une capitale sympathie de fou, selon toi. Ouais. Si t'as pas toi, ça. C'est sympathique si on pose la question à tous tes employés? Non. Mais moi, je suis un super caméléon. Je m'adapte à qui j'ai en face, mais vraiment. C'est ça ma force. Quand on vous dit que l'humilité est une forte qualité des entrepreneurs. Bon, dernière question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien? Si j'enlève les sujets d'actualité contemporaine, franchement, je suis hyper heureux. Je dirais 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 9. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? À quel point il est difficile? 1. Ah ouais, donc l'entrepreneuriat, c'est pas si difficile que ça. Mais non, mais parce qu'en fait, quand c'est nature, enfin, j'ai pas l'impression de bosser. Je bosse, tu vois, ce que je fais, c'est tellement cool que c'est trop cool en fait. Est-ce que ma la passion, elle est fun. La passion est plus forte que le talent, selon toi? Oui, 1000 fois. Parce que la passion mène au dur labeur. C'est que le travail. J'y crois pas une seconde. Et en fait, le travail du côté effort, ouais. Tu ne le vois pas parce que tu prends du plaisir. Exactement. Si tu kiffes pas, t'es mort. Je crois que je t'ai bien compris, Rodolphe. Ça y est. Bon, un grand merci. J'espère que tu as du plaisir. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Désolé pour les petites sirènes si on les entend. On va essayer de faire un beau montage. Merci à tout le monde. Et puis, je te dis merde à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent dans toutes leurs activités entrepreneuriales. Allez, bonne journée à tous, bonne semaine et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.